à travers la couverture sanitaire universelle qui va produire comme résultat une meilleure sécurité sanitaire mondiale et faire en sorte également que nous ayons des systèmes de santé qui soient résilients et qui avec un bien-être pour les populations. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tant que vous voulez aller à la CSU, à la couverture sanitaire universelle pour engranger des progrès, tant que vous n'allez pas renforcer le système de santé avec les différents piliers dont je parle, vous ne pouvez pas atteindre la couverture sanitaire universelle. Donc vous imaginez aisément que si vous mettez les questions de financement en avant, sans vous préoccuper des autres éléments, des piliers, dont les ressources humaines, les questions de médicaments, la question de la gouvernance, la question des prestations, vous ne pouvez pas aller véritablement vers une couverture sanitaire universelle. Et quand vous faites l'auscultation au niveau des différents pays, vous vous rendez compte que tous les pays ne sont pas à la même enseigne, chacun, en fonction de son contexte, est variable. Et donc, il faut adapter les choses en fonction des contextes. Je voudrais ici relever pour particulièrement ce qui concerne la région africaine de l'OMS. Vous savez que l'OMS Afro compte 47 pays. Et le constat qui se fait par rapport à la CSU pour l'ensemble des pays, c'est qu'il y a des inégalités qui sont persistantes en matière de résultats pour ce qui concerne l'accès aux soins, l'accès aux services dans les différents États. Ok, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a un autre fardeau des maladies transmissibles qui est persistant et également des nouveaux changements démographiques qui sont actuellement encourus au niveau de l'ensemble des pays. Donc, pour me résumer, face à cette situation, l'Organisation mondiale de la santé, avec sa branche africaine, a proposé un cadre d'action sur la couverture sanitaire universelle qui doit permettre aux différents États d'avoir une réflexion holistique par rapport à leur système de santé en termes de renforcement pour que chaque pays soit au rendez-vous en 2030. Et ce cadre, il a été décrit avec des cibles à atteindre au niveau en 2030 en insistant sur le fait que tous les pays devraient inscrire les cibles. Oui. Nous demandons aux propriétaires de voitures marque Mitsubishi 9116 Acre de déplacer la voiture pour libérer la circulation. Vous pouvez continuer. Donc, demandons aux différents pays d'investir surtout dans les différents piliers pour que nous puissions arriver véritablement vers la couverture sanitaire universelle. Et je voudrais terminer, ou bien avant de terminer, vous rassurer que pour mesurer la CSU dans un pays, il y a un ensemble d'indicateurs qui sont au nombre de 16 qui concernent la disponibilité des services, la question d'équité et la protection financière qui permettent d'apprécier si le pays avance vers la couverture sanitaire ou pas. Et en RDC, l'OMS a beaucoup travaillé pour accompagner le pays au niveau de la couverture sanitaire universelle. Nous avons mené une étude de mesure de base de la CSU en 2016 et nous venons de documenter la situation de la RDC en matière de couverture sanitaire universelle actuellement. Et pour les perspectives, c'est d'appuyer le pays pour l'élaboration d'une feuille de route multisectorielle. J'insiste, multisectorielle, parce que la CSU n'est pas l'apanage du ministère de la Santé seulement, mais c'est l'apanage de beaucoup de secteurs. Voilà. Donc, voilà, en guise de conclusion, je voudrais vous dire que la CSU exige un système de santé qui soit robuste, avec un financement du système de protection financière pour l'ensemble des populations pour que chacun puisse avoir le bien-être. Je vous remercie. Il y a une part de la population mondiale qui ne bénéficie pas de couverture complète en matière de services de santé essentiels. Ça veut dire que le gap est assez important de par le monde. Le troisième point que je voudrais insister à travers cette introduction, c'est que malheureusement, chaque année, nous avons 100 millions de personnes qui sont dans la pauvreté extrême en allant se soigner. C'est trop. Et c'est élevé. Et 800 millions de personnes, soit environ 12% de la population mondiale, dépensent moins de 10% de leur budget pour payer les soins de santé. Et cela aussi mérite d'être souligné.
Également, en guise d'introduction, je voudrais rappeler la notion de la couverture sanitaire universelle, une notion déjà abordée en 2005 par les États membres de l'Organisation mondiale de la santé lors de l'Assemblée mondiale de la même année qui s'est tenue à Genève, où tous les pays avaient pris l'engagement, après la conférence d'Almata en 1978, après toutes les initiatives. Il y avait l'initiative Santé pour tous en l'an 2000. Et quand l'an 2000 s'approchait, on était en train de se dire que c'était utopique de penser que tout le monde soit en bonne santé en 2000. Parce qu'on avait fait un focus, il y avait des pans, il y avait des gaps. Et finalement, en 2005, cette notion de couverture sanitaire universelle est apparue, adoptée par l'ensemble des pays membres de l'Assemblée mondiale de la santé. Et cela traduisait un engagement fort de tous les pays à faire en sorte que chaque citoyen, là où qu'il soit dans le monde, puisse bénéficier des soins de qualité, sans bien sûr courir le risque de s'appauvrir. Comme je l'ai dit, il y a des gens en allant se soigner qui, en allant se soigner, s'appauvrissent. Ils n'arrivent pas à manger parce qu'ils partent se soigner. Et là aussi, c'est véritablement un problème sur lequel il faut faire face. Et donc, la couverture sanitaire universelle signifie que toutes les personnes, je dis bien signifie que toutes les personnes ont accès aux services de santé dont ils ont besoin. Et les services de santé, c'est quoi? Vous avez l'information sanitaire, vous avez les services de prévention, vous avez la promotion de la santé, vous avez les traitements qui peuvent être curatifs, vous avez la réadaptation et bien sûr les soins palliatifs, que chacun puisse avoir accès à ces soins de qualité, je dis bien de qualité, sans risque de difficultés financières pour les pays. Voilà ce qui signifie la couverture sanitaire. Malheureusement, je dis bien malheureusement, j'ai préféré mettre cette diapositive pour qu'il n'y ait pas de confusion en l'intitulant ce qui n'est pas la couverture sanitaire universelle. Beaucoup d'États, beaucoup de chefs de gouvernement, beaucoup de ministres de la Santé, beaucoup de décideurs confondent la couverture sanitaire universelle. Et beaucoup pensent ou pensaient que la couverture sanitaire universelle, c'est une question d'accès financier uniquement. On déclare la gratuité des soins et on dit qu'on est dans la couverture sanitaire universelle. Ça, c'est utopique. On met en place une assurance maladie universelle, on dit que non, c'est la couverture sanitaire universelle. Et je voudrais insister sur le fait que la CSU est souvent confondue comme étant l'assurance maladie universelle. Il y a des pays qui, en mettant en place l'assurance maladie universelle, croient qu'ils sont arrivés au niveau de la couverture sanitaire universelle. L'assurance maladie universelle est une modalité de mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle. Également, la couverture sanitaire universelle ne signifie pas la gratuité des soins. Vous pouvez déclarer la gratuité des soins aux populations qui vont aller dans les centres de santé ou dans les structures sanitaires. Mais si elles y vont, elles ne trouvent pas de ressources humaines. Si elles y vont, elles ne trouvent pas de services adéquats. Si elles y vont, elles ne trouvent pas de médicaments. Est-ce que vous avez résolu la question? Non. Donc la couverture sanitaire universelle, c'est au-delà de ça. Maintenant, certaines politiques publiques pensent que, en déclarant la gratuité, on règle la question. Vous déclarez la gratuité, mais vous ne travaillez pas à renforcer le système pour qu'il fasse face à l'affluence que vous allez avoir. Si vous déclarez la gratuité des soins dans un pays, dans un centre de santé qui avait l'habitude de recevoir 5 patients, vous vous retrouvez avec 15 patients, 20 patients ou 40 patients par jour. Est-ce que vous êtes rassuré que vos ressources humaines sont en mesure de gérer les 30 patients par jour? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez beaucoup de médicaments pour faire face à l'affluence? Est-ce que vous avez des équipements pour faire face à l'affluence? Est-ce que? Donc, il y a autant de préalables qu'il faut poser. Et je voudrais insister sur le fait que
ce n'est pas seulement une question de financement, la couverture sanitaire universelle. Et aujourd'hui, il est important que chacun se rende compte aussi, à l'évidence, que la couverture sanitaire universelle aussi ne se limite pas à assurer un minimum de services de santé. Parce que les interventions doivent aller de façon progressive. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte où le profil épidémiologique est en train d'être dynamique. Nous étions jadis dans un contexte de maladies infectieuses qui tuaient. Nous sommes aujourd'hui dans une transition épidémiologique avec des maladies non transmissibles, dont l'hypertension, le diabète, qui tuent encore plus que certaines maladies infectieuses et en fonction des pays. Autre chose que je voudrais insister ici, c'est que quand on parle de CSU, ce n'est pas une question individuelle. Ce n'est pas une question seulement du secteur de la santé. Mais quand vous regardez le bien-être d'une personne, d'une population, vous voyez que ce n'est pas le seul secteur de la santé qui doit aller dans la CSU, mais c'est tous les secteurs. Quand on parle de l'épineuse question de l'accès géographique aux soins, vous n'allez pas demander seulement au ministère de la Santé de construire des infrastructures, et les infrastructures routières, et les infrastructures ferroviaires, pour que ces populations aient accès. Les questions de sécurité, ainsi de suite. Donc, les questions d'eau, les questions d'assainissement, ce n'est pas le seul secteur de la santé. Donc, quand on parle de couverture sanitaire universelle, c'est l'ensemble des secteurs qui doivent s'impliquer pour que nous puissions aller et progresser vers la couverture sanitaire universelle. Et je vous rappelle aussi qu'en 2015, au regard des insuffisances que l'évaluation des OMD, des objectifs du millénaire pour le développement, ont démontré, les Nations Unies ont pu mettre en place et élaborer une nouvelle vision à travers 17 objectifs du développement durable. Et dans un des objectifs du développement durable, dont le 3, une des cibles fondamentales est la couverture sanitaire universelle. Ce qui veut dire que, de nos jours, tous les pays devraient se focaliser pour qu'au rendez-vous de 2030, chacun puisse présenter ses progrès en matière de couverture sanitaire universelle, qui reste une des cibles, c'est la cible 8 de l'objectif de développement durable 3 par rapport au renforcement de la question de la santé au niveau mondial.